Bonjour à tous. Hop là, on fait une petite transition. Comme ça, il voit exactement ton écran. Ok, Donc, présente-toi. Parce que les gens t'ont vu sur notre flux, mais voilà. Alors jusqu'à présent, on a pu me suivre sur le cinéma Fandom avec Alison, donc on a parlé de plein de sujets. Sauf que dans la vie de tous les jours, je travaille dans le domaine aéronautique. Et donc du coup, à l'occasion de cette bang, voilà, je vais proposer de faire une petite présentation générale sur les hélicoptères. Donc là, l'idée, voilà, c'est pas de vous apprendre tout sur tout, parce qu'en une heure, on n'aura pas le temps. C'est plus de présenter vraiment en général qu'est-ce que c'est qu'un hélicoptère, comment ça fonctionne d'un point de vue physique, comment ça fonctionne d'un point de vue mécanique. Enfin voilà, on va dérouler au fur et à mesure. J'espère juste que ça va vous intéresser. C'est mes premiers de banque, donc une oui, nouvelle oui, expérience. y a pas de souci. Je suis sûre. Les hélicoptères en général, c'est cool. Voilà, très bien. Alors, vas-y, J'attaque. vas-y. Donc juste, voilà, pour vous décomposer, je présente dans un premier temps tout ce qui est voilà, les différents hélicoptères qui existent, les différents constructeurs, à quoi ça sert, etc. Ensuite, on va arriver sur une grosse partie portance, mécanique de vol, où là on explique voilà, concrètement comment ça vole un hélicoptère et comment est-ce qu'on le pilote. Et je finirai sur une partie, voilà, les axes de progression, les nouveaux appareils qu'on va chercher à développer, les nouvelles technologies et les records qui ont été effectués. Car là, comme dans beaucoup de domaines, je trouve que c'est quand même des. La plupart des records ont été faits dans les années 80, 70-80, si je me souviens bien. Donc on a quand même l'impression dans plusieurs domaines qu'on a atteint des seuils et que depuis, on n'arrive On pas n'a pas fait. vraiment à dépasser encore ce niveau-là. Donc juste pour situer un petit peu les hélicoptères dans la culture, je trouve que c'est intéressant parce qu'en fait, on en voit de partout. Donc rapport avec ce qu'on a discuté sur le film cinéma. Par exemple, on a GoldenEye, le tigre, c'est l'axe central de l'intrigue quasiment dans le film GoldenEye de James Bond. Dans le jeu vidéo, bon, moi j'adore Metal Gear Solid, vous avez le Indé qui affronte des F-16 et ensuite vous le descendez à coups de Stinger. Et forcément, à la télévision, on a tous le générique de Supercopter Supercopter. en tête, voilà, le Bell 222. Donc pour moi, les hélicos, c'est vraiment dans la culture populaire, c'est quelque chose qui fait partie intégrante dans tous les médias vidéoludiques. Voilà, c'est quelque chose qu'on peut exploiter de partout en fait. Alors juste également quelques modèles mythiques parmi les plus connus. Alors la première image que vous avez, c'est le V20 de Osprey, donc c'est pas vraiment un hélicoptère, je détaillerai ça un petit peu plus tard. Mais bon, vous le voyez dans Transformers, entre autres, dans plein de films d'action, d'espionnage, c'est un peu la Rolls-Royce de l'armée américaine. Ensuite, en haut à droite, vous avez c'est un Sikorsky ou un Bell, si je me rappelle bien. C'était les hélicoptères qui étaient utilisés dans la guerre du Vietnam. Donc, dans tous les films, Apocalypse Now, enfin, Platoon, tous les films qui sont sur le Vietnam, voilà, cet hélicoptère, tout le monde l'a vu, tout le monde le connaît. En dessous, vous avez le Black Hawk de Boeing. Je crois que c'est une image tirée de Transformers. Donc là aussi, c'est une gamme qui est largement connue. Et en bas à gauche, un petit peu de produits français, c'est l'Alouette, avec la poutre arrière en grillage métallique. Ça, c'est l'appareil avec lequel je crois on a fait tous les records, et ça a été vraiment le premier appareil français à prendre le pas sur les appareils américains ou étrangers, tout du moins. Alors juste pour présenter un petit peu rapidement les différents constructeurs, parce que ça aussi, c'est quelque chose qui est intéressant à voir. Donc pendant très longtemps, vous avez eu les Russes d'un côté, avec Kamov et HND, les Américains avec tout ce qui est bel hélicoptère, Boeing, Sikorsky. Donc Boeing, ils font également les avions de ligne, c'est le principal concurrent d'Airbus. Sikorsky, si ma mémoire ne me fait pas défaut, c'est uniquement du militaire. Boeing, c'est uniquement du militaire. Bell hélicoptère, c'est civil-militaire. Et ensuite, en Europe, on a eu donc aujourd'hui Airbus Hélicoptère, qui a auparavant s'appelé Eurocopter et qui a encore avant été l'aérospatiale, qui reste encore le numéro 1 mondial. Je trouve que c'est cool en France de dire quand même qu'on a des Oui, numéros non, 1 mondiaux, c'est bien, ça fait Cocorico. du bien en ce moment. Et il y a également Augusta Westland, qui est un conglomérat britanno-italien, en quelque sorte. Enfin voilà, donc pour situer un petit peu, les Russes occupent toute la partie maintenant russe. Avant, ils avaient positionné tout ce qui était Afghanistan, Europe de l'Est, etc. On a vraiment, on retrouve des appareils vraiment spécifiques suivant le lieu géographique où on se retrouve. Ça a laissé une patte
assez importante dans certains pays. Et forcément, tous les produits américains, on les retrouve en Europe de l'Ouest, en Asie, chez les Japonais, etc. Oui, Qui parce que était un petit peu leur l'Asie ne chasse gardée. développe pas proprement parler. C'est toujours des. Pardon? L'Asie, c'est. Alors, la L'Asie, Chine arrive sur le marché. elle débute. Hein. En fait, je pense, alors c'est un avis personnel, hein, par contre que je donne, là je tiens à le préciser, je pense que la Chine d'ici 5-10 ans, que ce soit sur le domaine défense, aérospatial au sens large, donc les avions, les hélicoptères, ils vont faire un boom technologique. C'est juste que pour l'instant, ils sont en train de développer, ils ont beaucoup observé ce que les autres pays faisaient, ils ont cherché à faire des prototypes, etc. Il faut le temps de mettre tout ça en place. Voilà, Airbus hélicoptère, Eurocopter, aérospatial, c'est des compagnies qui ont été créées avant la Seconde Guerre mondiale, je crois, le tout premier aérospatial. Donc il y a eu le temps de voir venir quand même pas mal de choses. La Chine arrive directement sur le marché. Ensuite, il va falloir qu'elle arrive à se débrouiller avec les Américains qui sont quand même bien implantés. En Inde, il y a beaucoup d'appareils russes aussi. Ils sont un peu enclavés entre la Russie, l'Inde, produit russe, et le Japon, produit américain. Et la Corée du Sud, produit américain aussi. Donc, du coup, il y a quand même pas mal de choses à faire. Je tiens juste à préciser, au cas où, toutes les images que vous voyez là sont tirées soit des sites d'Airbus hélicoptères par exemple, ou des constructeurs, soit sur des sites où on a le droit d'avoir accès aux images. Donc c'est des choses que vous pouvez également utiliser si ça vous intéresse. Donc voici principalement pour les constructeurs. Alors ensuite, pour parler assez rapidement, un hélicoptère, pour situer un petit peu les différentes gammes qui peuvent exister. Donc principalement déjà, on fait le distinguo entre les hélicoptères dits monoturbines, donc qui ont une turbine qui vient alimenter le rotor pour voler, et les biturbines, qui sont les monoturbines, ça va être light single, light twin. Le light veut dire monoturbine. Ensuite, medium, heavy, on est sur des machines biturbines, donc qui ont forcément une capacité mécanique beaucoup plus importante. Donc pour représenter sur des petits appareils, là, les gammes que je vous présente sont celles d'Airbus Hélicoptère, mais c'est transposable aux autres constructeurs. Voilà, ce que je veux dire, c'est quand on fait une voiture, il y a toujours 5 places, les espaces, les monospaces, etc. Donc là, du coup, les light singles, ça va plus être vraiment l'entrée de gamme, c'est 2 personnes, on va dire, 4 personnes grand max. Ensuite, on va plus être sur du 6-8 personnes. Les gros modèles, les modèles lourds que sont le Super Puma, par exemple, si ça parle à quelqu'un, là, on est plus sur du 22-25 personnes. Oui. Donc on est quand même sur du transport un petit peu plus important. Sur le militaire, c'est un petit peu la situation est un petit peu différente. Les monoturbines, les légers, ça a été pendant très longtemps les alouettes, les gazelles, maintenant les écureuils, sont plus des hélicoptères de soutien en fait pour les forces terrestres. L'idée c'est que ce sont des appareils qui sont chargés avec différentes armes et qui sont là pour aider vraiment les troupes au sol. C'est un peu l'image qu'on a, par exemple, des hélicoptères que je montrais tout à l'heure sur la guerre du Vietnam avec les gars qui couvrent les mecs qui avancent au sol. Ensuite, on est sur du medium heavy, là on est sur du transport de troupes. Donc, par exemple, lorsqu'on voit des entraînements, je sais pas moi, du GIGN ou du RAID qui atterrissent sur un toit d'un bâtiment pour pouvoir intervenir, c'est typiquement ce genre d'appareils plutôt qu'ils vont utiliser. D'accord. Et dans le militaire, ensuite, on trouve les appareils spéciaux. Donc, entre autres, le Tigre et le NH90, pour parler d'Airbus hélicoptère. On peut aussi parler du Black Hawk, du V22 Osprey, le Chinook, tous les appareils, le Hyundai par exemple, qu'il y a dans Metal Gear Solid, ou tous les autres appareils russes, qui là par contre sont des hélicoptères d'attaque ou de transport spéciaux. Où là on n'est plus du tout, ce sont des appareils qui sont spécialement faits pour le militaire, où du coup il va y avoir des Et transport de capacités assez matériel différentes. aussi, c'est ça? C'est dans la spéciaux? Transport de matériel également. En fait, pour faire simple, le Tigre c'est vraiment appareil d'attaque. Le NH90 c'est du transport de troupes avec le soutien en plus derrière et tous les équipements qui vont avec en fait. Ce qui est assez drôle avec ces appareils, enfin, ce que je trouve assez impressionnant, le Tigre, le lancement c'est 1970, la commercialisation c'est 1995. Il faut 25 ans pour développer l'appareil et il n'est pas fini. On entend, si vous allez sur le site d'Airbus, vous pouvez voir qu'il y a toujours de nouvelles versions qui sont en cours de conception, donc on est vraiment sur des temps de développement super longs, alors que sur le civil on va plus être sur 5 ans dans le meilleur des cas, si on est plus sur une mise à jour d'un modèle existant, jusqu'à 10 ans pour un nouvel appareil. Mais on n'est pas du tout sur le même volume de développement, pas du tout sur le même volume d'argent. Alors pour situer, un appareil simple Eurocopter, en gros, hein, parce que je ne connais pas les tarifs exacts, mais on va dire c'est 2-4 millions d'euros. D'accord. Un modèle lourd, c'est du 25-30 millions d'euros. D'accord. Un Donc modèle, là, on est x10. voilà, pour transporter 22-25 Ouais. personnes. Les appareils militaires, avec toutes les installations, parce qu'on va avoir des systèmes de communication cryptés, on va avoir des systèmes radars, des systèmes de visée et tout.
Là, on passe sur ça peut limite monter à 60, 90 millions. Là, j'exagère, j'ai aucune idée du tout où ça peut monter. Mais du coup, c'est sûr qu'on n'est pas du tout dans la même gamme. Le seul truc, entre guillemets, cool avec les appareils militaires, c'est qu'il y a les nouvelles technologies qui sont testées dessus. Ça, on y viendra plus tard sur les axes de développement. Mais par exemple, le Tigre, si vous regardez des fois les défilés de 14 juillet, on vous montre les cockpits de Tigre, les différents contrôles de commande. Il y a les visières avec le système HUD dessus. Je crois qu'ils veulent développer un système de visée tête haute sur le cockpit, directement dans la vitre, et où c'est en fait le regard du pilote qui va déterminer d'ouvrir un menu pour lancer une action. Enfin, on est vraiment sur les technologies précurseuses dans ce domaine-là. De pointe, ouais. Voilà. Et ça, ensuite, c'est des choses qui peuvent arriver plus tard dans le domaine civil, forcément. Oui, en général, il y a toujours une phase d'expérimentation militaire avant que ça arrive dans le civil et qu'on finisse avec un Oculus ou une... Voilà, c'est ça. En fait, c'est vraiment quelque chose d'assez d'assez impressionnant. Bon, ensuite, c'est du militaire, donc c'est pas cool, quoi. Donc, principalement, pour les gammes, voici après comment ça passe. Vous avez également des tout petits modèles, entre autres, juste pour citer Gimbal, qui est une entreprise dans le sud de la France, à côté de Marignane, en fait, où là, on est plus sur une gamme de 500 000 euros. Si je me trompe pas, je crois que c'est un hélicoptère Ikea, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est vous qui le montez. Ah ouais. Je sais qu'il y a des systèmes comme ça qui existent, donc, alors, c'est pas je le monte et je me barre avec un. Faut le monter, il faut avoir une infrastructure pour le stocker correctement, etc. Et on a les autorités de sûreté aérienne qui viennent contrôler et qui vous délivrent des certificats, qui prouvent que vous avez bien respecté les normes, etc. C'est considéré comme un hélicoptère de tourisme? Oui, tout à fait. Ouais, d'accord. Voilà, donc là, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser, c'est vraiment que pour 2 personnes, parce qu'il n'y a pas de place à l'arrière, par contre. Mais si je veux aller me balader en montagne et pas faire l'ascension, je peux y aller pour ce Voilà, exactement. Donc ça, ensuite, il y a également, si ça vous intéresse, il y a plein d'endroits, entre autres, moi je connais plus dans le sud de la France, vers Gap, il y a une grande base, un grand aérodrome civil où vous pouvez faire des vols en hélicoptère pour les Alpes de haut, etc. Donc c'est super sympa, et surtout je crois que c'est devenu assez abordable au niveau prix, même si ça reste quand même un petit peu cher, mais c'est toujours une expérience assez sympa à vivre. Oui, en même temps, le transport, et même pour le moins cher, tu dis 500 000 euros, c'est ça? C'est pas non plus. Enfin, voilà, c'est un investissement, quoi. Ah oui, tout à fait. C'est pas n'importe qui. Voilà. Nous, je sais qu'une fois, Airbus Hélicoptère, on nous prévient que y a un acteur qui vient, il y a un pilote de course, etc. Donc c'est vrai qu'on se doute que voilà. Je veux dire, c'est pas moi qui vais un jour aller acheter l'appareil, quoi, hein. C'est quelqu'un qui qui est capable d'assumer derrière le coût et tout, hein. L'assurance. Voilà, exactement. Alors ensuite sur une mission, parce que pourquoi est-ce qu'on utilise un hélicoptère? Qu'est-ce qui fait sa particularité? Donc déjà forcément, la spécificité de l'hélicoptère, c'est de pouvoir décoller à la verticale. On n'a pas besoin de piste d'atterrissage, on n'a pas besoin de piste de décollage. Donc premièrement, la partie EMS, c'est Emergency... je ne me souviens plus de l'acronyme. En gros, c'est service d'urgence, c'est la sécurité civile. Les hélicoptères jaunes et rouges que vous voyez voler, avec les couleurs des pompiers, c'est... je sais pas moi, le peloton de gendarmerie de haute montagne, il y a quelqu'un qui s'est cassé la figure en faisant du ski, etc. On peut pas le faire descendre, on envoie l'hélicoptère, on le ramasse. Il y a un accident de route il y a un accident sur une autoroute, on envoie l'hélicoptère, on ramasse les blessés, on les amène à l'hôpital. On peut atterrir directement sur l'hôpital ou à la base, et hop, ça permet de réduire drastiquement le temps de transport et ça augmente du coup l'espérance de vie du patient. Donc au niveau, ce qu'on appelle le paracivil, si je me rappelle bien, c'est vraiment l'un des grands axes de fourniture d'hélicoptères, c'est pour tout cet aspect-là. L'autre grand axe, le premier grand axe, c'est tout ce qui est oil and gas. C'est tout ce qui est transport de personnel et de matériel sur les plateformes pétrolières. Parce que là, c'est du gros porteur. C'est vraiment pas ça qu'on pense en premier. Hein. Voilà, exactement. Là, je le fais dans l'ordre d'apparition. Le oil and gas, c'est vraiment... le pétrole, c'est ce qui fait tout fonctionner sur Terre, pour l'instant, en grande partie. C'est des sommes d'argent considérables, donc c'est que du gros porteur parce qu'on convoie à coup de 25 personnes d'un coup. Ça va être en mer du Nord, ça va être au niveau des États-Unis, ça va être un petit peu partout dans le monde. Et là, c'est des circuits incessants. J'avais un ami qui travaille sur les plateformes pétrolières. Il reste plusieurs temps. Lui, il est resté un mois, je crois, non-stop sur la plateforme pétrolière. Mais tous les jours, il y a de nouveaux travailleurs qui arrivent, d'autres qui s'en vont, etc. Et hormis l'hélicoptère, vous pouvez utiliser un bateau où vous avez perdu un temps monstrueux. Parce que l'hélicoptère, quand même, il va aller à 300 km/h, donc c'est pas comme le petit bateau qui va à 20 nœuds, 30 nœuds. Donc du coup, ça permet quand même de gagner beaucoup de temps, d'avoir une grosse capacité de transport et d'aider également à amener du matos, je sais pas moi, parce que la bouffe ou les trucs comme ça. Voilà, et en plus d'urgence aussi, ça permet d'avoir un lien rapide. Voilà, exactement.
Ensuite, on va prendre tout ce qui est service public. Donc là, sur l'image, ce que vous avez, c'est intervention en mer pour secourir des personnes sur un bateau. Donc on le distingue. Pour moi, c'est pas lié à l'EMS, la partie urgence, où l'urgence, c'est vraiment aller chercher des blessés pour les amener à l'hôpital. Là, on est plus sur extraire des personnes d'un point dangereux pour les amener en sécurité. Donc là aussi, on est sur du paracivil. On va dire, c'est l'État qui gère ça, en fait. Ensuite, vous avez tout ce qui est commercial et air transport. Donc ça, par contre, c'est typiquement le privé. Pour moi, on peut le rapprocher de ce qui est après le private and business aviation, où là, en fait, c'est le transport de VIP. En gros, on transporte des gens en haut d'une tour qui viennent visiter les locaux, etc. On les amène sur un château. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu un château où on peut faire des mariages. Ils proposent la prestation de vous d'amener les mariés en hélicoptère. Enfin, tout le monde est dans le château attend les mariés. Et les mariés arrivent dans l'hélicoptère, ils viennent se poser au milieu du château. Ouais, c'est le côté un peu bling-bling, quoi. Voilà, là, c'est vraiment le côté bling-bling, exactement. Il y a aussi tout le côté, je sais pas moi, transporter les stars jusqu'à l'hôtel, à Cannes par exemple, etc. Enfin, je sais qu'il y a des systèmes comme ça qui se font pour convoyer plus rapidement certaines personnes, on va dire. Et enfin, la dernière partie, c'est tout ce qui est aerial work. Donc là, ça va être tout ce qui est hélicoptère bombardier d'eau. Mais ça, c'est le principal. Donc là, c'est tout ce qui est soutien aux sapeurs-pompiers, etc. Pour les incendies, larguer un petit peu de retardant, etc. C'est ce qu'on voit quand on n'a pas besoin de Canadair, en fait. Okay. Et du coup, j'ai une question par rapport à l'utilisation civile. Pour les gens qui font du cinéma et des tournages, etc., ils utilisent des hélicoptères civils qui sont remasterisés en mode militaire, ou ils utilisent des vrais anciens hélicoptères il y a des entreprises de prestation. Alors pour moi, ça rentre dans le commercial air transport. Alors ensuite, c'est vrai, je sais pas trop où le mettre. Il y a toute la partie télévision, des journalistes qui filment. Donc là, soit c'est des grandes chaînes, par exemple, comme on voit des fois dans des films américains, l'hélicoptère marqué CNN, etc. Ça, je pense que ce sont des chaînes qui peuvent se permettre d'avoir leur propre matos. Ensuite, il y a également toute la partie surveillance policière, etc. Pour moi, ça rentre dans public service ou aerial work. Et la prestation du Tour de France, par exemple, avec les hélicoptères. Ça, pour moi, c'est que de la location. C'est des entreprises qui proposent ces prestations-là, en fait, pour les films, pour la télé, pour le Tour de France, les événements sportifs, les Grands Prix de Formule 1, etc. Voilà. Il y a des entreprises qui sont lancées sur ces secteurs-là. Alors ensuite, on arrive sur toute la partie militaire. Donc là, je vais déjà un petit peu aborder le sujet. Donc principalement, vous avez le premier, ce qu'ils ont noté, Armed Scout. Ça va être les opérations de soutien pour les forces à terre. Si vous avez tout le côté attaque avec le Tigre, donc là, l'idée, c'est le Tigre à la base, il a été conçu pour détruire des chars. C'est ça sa seule utilité. Donc là, on est vraiment sur, on envoie l'hélicoptère devant et il se débrouille. Il n'a pas besoin qu'il y ait des gens au sol pour l'aider, il fait ça très bien tout seul. Vous avez toute la partie utility, là c'est je transporte. Alors l'idée c'est, je vous dirais un char, je sais plus si c'est faisable ou pas, ou tout du moins un petit véhicule par exemple, on transporte, on vient l'amener directement sur le terrain, on lâche les cordes, le véhicule est prêt à partir, il se débrouille. Voilà. C'est tout ce qui est, ou amener du ravitaillement pour les troupes au sol. Ensuite, naval maritime, pour moi c'est confondu dans la même... c'est confondu dans le même panier, c'est tout ce qui va être opération, voilà, on prend le canot, on doit intervenir rapidement à un endroit en mer, on lâche le canot, on envoie les hommes dans le canot pour pouvoir partir. Voilà, ensuite tout ce qui est opération navale de renseignement, communication et attaque ou intervention en mer, par exemple. Et la fin, spéciale opération, ça on va plus être sur lorsque vous entendez par exemple que des otages sont retenus quelque part et que les Français sont intervenus pour libérer, c'est souvent ça, c'est on envoie les hélicoptères, c'est l'armée, le GIGN, le commando, je sais pas trop qui débarquent de ces hélicos, qui sont spécialement faits pour être un peu plus silencieux, qui sont faits pour aller plus vite, pour donc c'est des technologies différentes développées derrière, puisqu'il faut chaque appareil militaire a vraiment, l'armée ils ont des cahiers des charges. Oui, j'imagine bien, ouais. Ce qui est intéressant par contre, c'est que des fois, par exemple, je sais que le Tigre, alors normalement, un hélicoptère n'est pas censé pouvoir faire de looping. Le Tigre, il a été fait pour faire des loopings parce qu'ils se sont dit, on sait jamais un peu ce qu'ils peuvent vouloir faire. Voilà, même si c'est pas vraiment un looping. Enfin voilà, l'armée est très forte pour faire des trucs avec les appareils qui sont pas censés faire en fait à la base. Oui, bon, c'est... Voilà. Sauf que des fois, ils ont pas trop le choix, donc ils sont obligés de faire comme ça. C'est un peu comme le OneWeb en fait. Voilà, exactement. Donc voici un peu. Alors maintenant, on va aborder le premier point important, c'est expliquer physiquement comment vole un hélicoptère.
Donc tout ça est basé sur la portance, donc ça je pense que tout le monde en a entendu parler. Je vais essayer d'être concis parce qu'en fait la portance c'est quelque chose d'assez délicat et même là en fait j'ai cherché à aller plus loin par rapport à ce que je connaissais pour cette présentation et j'ai eu beaucoup de mal à trouver une explication concrète et qui est unanimement reconnue. Donc on va voir plus en détail pourquoi. Alors tout d'abord quelques termes techniques pour parler de portance. Ce que vous avez de représenté ici, c'est un profil aérodynamique, ce qui est en vert. D'accord ? Pour avoir de la portance, on a besoin d'avoir un profil qui a une certaine forme et qui permet à l'air de s'écouler d'une certaine manière pour créer des dépressions, en fait, qui ont tendance à aspirer l'aile dans le cadre de l'avion ou la pale dans le cas de l'hélicoptère. C'est ça qui permet à l'ensemble de voler. Donc, je vais normalement vous parler plusieurs fois de bord d'attaque et bord de fuite. Le bord d'attaque, en fait, c'est la partie du profil ou la partie de l'aile qui va avancer et qui attaque le flux d'air. Tandis que le bord de fuite est l'endroit où le flux d'air, en fait, est expulsé. Et ça, il est important, les bords de fuite sont pointus pour permettre à l'air de s'expulser en ligne droite et de ne pas faire des tourbillons ou des vortex, en fait, on appelle ça des vortex, pour venir impacter ou créer des distorsions derrière l'appareil, en fait. C'est ça qui est assez important. Et également, le dessus du profil, la face du profil qui regarde vers le ciel, on l'appelle l'extrado, et la face du profil qui regarde vers la terre, on l'appelle l'intrado. Ça également, c'est important, donc je vais vous dire l'importance sur l'extrado, etc. Donc c'est pour que vous ne soyez pas perdus lorsque j'envoie des termes un petit peu. Là aussi, pour finir sur les termes techniques, donc là vous avez une représentation schématique d'un hélicoptère conventionnel. Donc vous avez toutes les parties pales qui sont reliées au rotor principal, qui entraîne les pales principales. Ce rotor principal, il est lié à une boîte de transmission principale qui est reliée aux turbines. Donc les turbines entraînent la boîte de transmission qui entraîne le rotor qui entraîne les pales. Et les turbines sont également reliées à la boîte de transmission arrière qui passe par l'arbre de transmission. C'est la poutre de queue en fait que vous voyez qui part vers l'arrière. Et cet arbre de transmission est lié au rotor arrière qui entraîne les pales arrière. C'est ce qui est marqué rotor anti-couple en haut à droite, si vous ne le voyez pas. Voilà, principalement un peu, c'est juste pour situer où sont les éléments. Et si je vous parle de rotor principal, rotor arrière, il n'y a pas d'incompréhension. Voilà. Donc, pour faire voler un appareil, on a deux possibilités. Soit on a une aile fixe et on la propulse, c'est ce qui se passe avec l'avion. Soit on fait tourner l'aile, on fait ce qui s'appelle une voilure tournante. Donc ça, c'est le cas. L'hélicoptère fonctionne de cette manière-là, mais il y a également d'autres appareils. Donc juste pour que vous soyez au courant que ça existe, il y a l'autogire, en fait, qui est un hélicoptère avec un seul rotor principal et une hélice qui permet d'avancer. Là, l'idée, sur l'autogire, c'est qu'on a le rotor principal qui assure la portance et l'hélice qui assure l'avancement. Il y a également deux types d'appareils d'hélicoptères non conventionnels. C'est ce que vous voyez, le birotor coaxial et le birotor tandem. Là, l'idée, je vais l'expliquer un petit peu plus en détail plus tard, c'est que le rotor principal vous permet de voler, mais vous avez besoin du rotor arrière pour garder la stabilité de l'appareil. Si vous ne voulez pas de rotor arrière, il faut faire soit un birotor coaxial où vous avez deux rotors principaux qui tournent dans un sens opposé, c'est-à-dire qu'il y en a un qui va tourner dans le sens aiguille d'une montre, celui qui est en dessous va tourner dans le sens opposé, ça permet d'équilibrer l'appareil, soit le birotor tandem, où vous les mettez les uns derrière les autres, et où là aussi, vous allez pouvoir annuler les contraintes, une fois de plus, que je vais vous expliquer plus tard. Voilà. Mais c'est juste pour que vous soyez au courant que tout ceci existe. Alors, une équation, deux équations. Il y a un petit peu des équations. Donc, pour faire simple, la première formule importante, c'est la formule de portance. La formule de portance vous dit que pour calculer en fait un effet de portance sur une aile, on va prendre en compte la première lettre, le genre de P, qui est ρ, c'est la masse volumique du fluide dans lequel vous êtes. Quand je dis fluide, comprenez l'air. Voilà. Vous avez ensuite le V carré, c'est-à-dire la vitesse au carré relative de votre profil. Ce que je veux dire, c'est que lorsque votre avion va avancer, votre aile va avancer à une certaine vitesse. Donc si en plus vous avez du vent qui vient dans une direction, vous rajoutez cette vitesse ou vous la soustrayez à la vitesse d'avancement de votre aile. Et c'est pour ça qu'on parle de vitesse relative, c'est pas une vitesse absolue, c'est pas parce que votre aile avance à 100 km/h que votre vitesse relative va être de 100 km/h. Si votre aile avance à 100 km/h et que vous avez un vent de face de 20 km/h, votre vitesse relative est de 80 km/h. Donc ça, c'est quelque chose qui va être important pour la suite, pour comprendre la mécanique de vol. C'est la vitesse localisée sur la pale, en prenant en compte toutes les vitesses et toutes les frictions qu'il y a aux alentours. C'est ça, exactement.
Et ensuite, vous avez une partie, le S et le CZ, ce sont des coefficients de portance, et le S, pardon, la surface utile que vous avez sur laquelle vous n'appliquez la portance, sinon ça ne fonctionne pas. L'autre théorème qui est important, c'est le théorème de Bernoulli. Lui, il nous dit qu'à chaque fois, vous avez de nouveau un demi fois la vitesse volumique de votre fluide, donc de l'air dans lequel vous êtes, multiplié par la vitesse au carré, plus la pression à l'endroit où se situe votre aile, est égal à une constante. Ceci, c'est important pour comprendre en fait que lorsque vous allez monter en altitude, votre portance va diminuer. La pression, pardon, va diminuer. Lorsqu'on est en montagne, on n'a pas la même, entre guillemets, quantité d'air qu'au sol. Et en fait, ça explique, ce sera très important pour la suite, que lorsque vous montez, vous avez besoin d'aller plus vite pour conserver une portance égale, parce que sinon vous allez tomber, vous allez décrocher. Ça, c'est quelque chose qui est important ensuite, parce que l'hélicoptère ne peut pas aller à une altitude infinie et ne peut pas décoller de n'importe où, parce qu'il est limité. Avec les avions, on a le même problème. La différence, c'est que l'avion, virtuellement, n'est pas limité en vitesse, tandis que l'hélicoptère, si. Et ça aussi, je vais vous l'expliquer plus tard. Donc voilà, les formules, il y a une des formules qui est rappelée ensuite lorsqu'on a besoin, mais ça aussi, c'est pour pouvoir le présenter. Alors ensuite, sur la portance en elle-même. Vous avez ici la représentation conventionnelle. Ça, normalement, c'est ce qu'on nous apprend à l'école. C'est qu'on a un flux d'air qui vient impacter un profil, et on nous apprend qu'en fait, l'air qui passe sur le dessus du profil va plus vite que l'air qui passe sous le profil. Rappelez-vous le théorème de Bernoulli, si ma vitesse augmente, ma pression doit obligatoirement diminuer pour que j'ai le même résultat à la fin. Donc comme ma pression augmente, on nous explique que du coup, la pression qui est au-dessus de mon aile est moins importante, donc il y a une dépression qui se crée, et en fait mon aile est aspirée, concrètement, vers le haut. Et l'air ensuite repart droit derrière le profil. Donc c'est en partie vrai, mais pas seulement. Car déjà, il s'est avéré, lorsqu'on fait des tests en soufflerie, que les flux d'air, en fait, lorsque votre air impacte le bord d'attaque, il va passer au-dessus et en dessous, et il va arriver au bord de fuite en même temps. Ce qui explique pourquoi l'air qui est au-dessus va plus vite, puisqu'il y a plus de distance à parcourir, mais pour le même temps. Donc du coup, la vitesse augmente. Sauf qu'en soufflerie, on s'est rendu compte que c'est pas le cas. Il y a quand même un décalage qui se fait. Et donc du coup, si on prend en compte ce décalage, le théorème de Bernoulli ne fonctionne pas complètement et ne permet pas d'expliquer la portance complète. Donc là, il faut prendre en compte un autre point, ce qui est la représentation réelle, et qui fait appel à la troisième loi de Newton, c'est qu'en fait, que ce soit pour un avion ou un hélicoptère, votre aile est en permanence cabrée, elle est inclinée, il y a un angle d'incidence, on appelle ça l'angle d'incidence de portance. Votre flux va venir impacter le bord d'attaque, va se coller au profil et être éjecté vers le bas. Donc vous avez un effort de traînée, un effort qui suit la corde et qui part dans le bord de fuite pour aller vers le bas, plus ou moins. Et la troisième loi de Newton nous dit que si on est dans un système équilibré, on a toujours une action, une réaction. Donc là, je l'ai rappelé en bas, l'action est toujours égale à la réaction, c'est-à-dire que les actions de deux corps l'un sur l'autre sont toujours égales et de sens contraire. Donc du coup, il y a une réaction de traînée qui est automatiquement exercée dans l'autre sens et qui a tendance à monter vers le haut et qui du coup vient augmenter l'effet que le théorème de Bernoulli a expliqué. Donc c'est la conjugaison plutôt de ces deux effets-là qui permettent à l'appareil, donc une fois de plus que ce soit l'avion ou l'hélicoptère, de pouvoir voler concrètement d'un point de vue physique. J'ai une question, est-ce que la différence de pression entre le bas de l'aile et le haut de l'aile est suffisante pour avoir un impact sur Bernoulli ou pas du tout, ou c'est pris en compte? Oui, Bernoulli a un impact, c'est quelque chose qu'on a pu vérifier. C'est juste que si on fait le calcul concrètement, il y a un problème en fait. En plus, il y a un truc en plus. Ouais. Voilà. Donc il manque quelque chose. Voilà, c'est ça qui permet d'expliquer. Alors ensuite, il y a des scientifiques par exemple qui sont pas d'accord avec cette explication-là. Moi, je vous donne l'opinion générale, on va dire, celle que vous allez trouver le plus largement, etc. Voilà. Mais sachez qu'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec ça et qui vont vous dire non, il n'y a que Bernoulli, non, il n'y a que la troisième loi de Newton, ou non, il y a autre chose. Voilà. Ça, c'est une fois de plus, scientifiques sont. Voici à ce niveau-là. Un autre point important au niveau de la portance, et qui là par contre est spécifique à l'hélicoptère et qui pose beaucoup de problèmes. Lorsque votre avion avance, si on est dans le cas d'un avion, votre aile avance à une certaine vitesse, et quel que soit le point
de votre aile, vous avancez à la même vitesse. Il n'y a pas une partie de l'aile qui va avancer plus vite que l'autre. Sur une voilure tournante, sur un hélicoptère, comme vos pales sont en rotation, plus vous vous éloignez du rotor principal, plus votre vitesse relative va augmenter. En fait, vous êtes, si on prend un point sur une pale et qu'on lui fait faire un cercle, le cercle va avoir un certain périmètre, le parcours à une certaine distance, mais si vous prenez le bout de pale, vous avez un cercle beaucoup plus grand, donc une distance beaucoup plus grande à parcourir pour une même durée, donc du coup votre vitesse augmente. Ce qui fait que l'image que vous voyez représentée, avec la pale jaune qui est inclinée vers le haut, c'est que si vous mettez une pale avec le profil qui part droit tout le long, votre aile en fait va votre pale va immédiatement se cabrer, va finir par casser accessoirement, et vous allez avoir en fait une portance qui va augmenter de manière exponentielle. Parce que la vitesse à l'extrémité est bien supérieure que celle qui est, voilà. Et du coup il faut des matériaux de très haute résistance. Exactement. On est à la limite du mur du son. On est à la limite de dépasser le mur du son sur les extrémités de pale, sachant, on garde de la marge pour certains cas de vent, etc. Ça aussi, j'en parle un petit peu plus tard. Parce que le problème, c'est lorsque vous avez votre pale qui avance très vite et que vous avez un vent qui arrive par derrière et qui augmente encore la vitesse relative, où là, vous pouvez dépasser le mur du son. Et lorsqu'on dépasse le mur du son, quand on entend le bang du mur du son, en fait, c'est que vous avez un choc. Une pale ou un hélicoptère n'est pas fait pour supporter le choc justement de ce dépassement. Il y a une contrainte vraiment mécanique qui agit sur l'aile ou sur la pale et ça peut la faire casser. Donc du coup, là normalement ça permet de comprendre pourquoi on est limité en vitesse avec l'hélicoptère, parce qu'on sait que notre rotor ne peut pas tourner au-delà d'une certaine vitesse. Donc du coup on est forcément limité sur la vitesse d'avancement, etc. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas augmenter en fait. Et aussi c'est pour ça qu'on fait des ailes en composite, désormais avant c'était métallique. Parce que ça permet d'encaisser ces différents chocs et surtout de supporter tous les efforts de fatigue. Un effort de fatigue, c'est c'est une contrainte faible, mais appliquée en répété, c'est-à-dire je vais appuyer sur la table, j'arrête, etc. Et je fais ça 1 million de fois en 1 heure, par exemple. Au bout d'un moment, votre table, elle va plus tenir, elle va forcément casser parce qu'il y a des liaisons internes qui vont se former, qui vont se propager et qui vont finir par faire casser ensemble. Donc du coup, juste au niveau de la pale, pour éviter donc cet effet de portance qui augmente de manière exponentielle, on vient vriller les profils. C'est-à-dire qu'en fait, on va modifier l'incidence du profil au long de la pale. En fait, votre pale, elle est tordue. Si vous prenez une feuille de papier, par exemple, vous venez la tordre de chaque côté, c'est en torsion. Et en fait, du coup, comme vous avez un angle d'incidence différent à chaque endroit, ça permet d'égaliser plus ou moins la portance. On cherche en fait à avoir beaucoup de portance au milieu de la pale et à diminuer la portance au début et à la fin, qui sont les zones d'attache et la zone d'extrémité, qui permet d'évacuer le flux d'air, où là on ne veut pas trop qu'il y ait d'efforts dessus. Ouais, donc déjà, quand on a fait les premiers appareils, les premiers hélicoptères, il a fallu comprendre ça. Et c'est vrai que c'est pas évident, parce qu'on se dit, c'est bon, je fais comme mon avion, je mets l'aile droite, et ça marche. Et non, ça marche pas, il y a tout qui se casse le fil. Donc ensuite, un petit point également important, parce qu'on parle d'incidence des profils par rapport au flux d'air qui vient impacter le bord d'attaque. Là, ça c'est quelque chose qui est vrai pour l'hélicoptère et l'avion, hein, une fois de plus. C'est qu'au bout d'un moment, je vous expliquais tout à l'heure que le flux d'air venait se coller au profil. Il y a un effet physique qui fait que l'air se plaque sur la surface du profil. Sauf que c'est pas infini. Et là aussi, une fois de plus, ça amène des limitations à la fois pour les avions et les hélicoptères cette fois. C'est qu'au bout d'un moment, lorsque vous venez trop cabrer votre profil, l'air décroche littéralement, c'est pour ça qu'on appelle ça décrochage, ou dans certains films d'action, vous entendez le pilote qui crie décroche, décroche et tout, pour échapper à un missile par exemple. En fait, votre air va se décoller du bord de fuite. Donc, comme on ne peut pas avoir de vide sur Terre, il y a des tourbillons qui se forment et ça crée des turbulences de partout. Et là, en fait, vous tombez littéralement. Il n'y a plus rien qui vous tient. C'est comme si on avait des ficelles qui vous tenaient l'hélicoptère et qu'on les sectionnait toutes d'un coup. Donc ça, une fois de plus, pour les militaires, par exemple, c'est utilisé pour pouvoir échapper à des tirs, se sortir d'une situation d'urgence, etc. Pour les civils, il vaut mieux éviter de le faire. Parce que pour raccrocher, on va dire, c'est un peu compliqué. En fait, il faut pouvoir reprendre. C'est un peu l'image que je donne. Alors, je ne sais pas si c'est scientifiquement exact, mais c'est plus l'image. C'est lorsqu'on perd le contrôle de la voiture, par exemple, sur du verglas, sur la neige, etc. On vous dit par exemple qu'il faut rétrograder, qu'il faut essayer de reprendre le couple, la puissance moteur pour pouvoir ensuite reprendre la direction et pouvoir repartir. Là, c'est un petit peu pareil. C'est qu'ensuite, il faut déjà réduire l'incidence
Le problème, c'est qu'en tombant, votre vitesse elle augmente d'un coup, donc du coup, il faut trouver à compenser. Mais ensuite, ça, on peut le rattraper. Ensuite, ça dépend de l'inertie, de l'accélération. S'il y a un avion de chasse qui vole à 1 km de haut, qui se met à décrocher d'un coup et qui descend en piqué, il a beau essayer de se rattraper, au bout d'un moment, l'avion ne pourra mécaniquement pas reprendre l'altitude. Voilà. Mais du coup, c'est quand même un point qui est limitant d'un point de vue mécanique pour les performances après. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le flux. Voilà, sauf que comme il y a un petit délai de 30 secondes, je crois, entre ce qu'on dit et ce qui est diffusé, voilà, on attend d'arriver à la fin d'une diapo pour pouvoir faire la question, comme ça on évite de faire les allers-retours. Donc je sais pas s'il y a des questions. Non, pour l'instant, en fait, je les ai posées au fur et à mesure, donc tout va bien. Nickel. Voilà, donc là, c'était pour parler de la portance en général. En fait, ensuite, si vous voulez aller plus loin, vous avez plusieurs sites. Donc moi, j'ai pris un petit peu sur Wikipédia. Il faudrait que je vous sorte la bibliographie. Je me dis que je vais la faire, mais je ne l'ai pas faite. C'est un petit peu dommage. Je sortirai une liste de sites sur lesquels je me suis renseigné, qui vont vous permettre d'aller plus en détail. Ensuite, le principe de portance en lui-même, il est simple. Le problème, c'est pour pouvoir l'appliquer correctement derrière. Et là, on va voir un petit peu plus en détail pourquoi. Donc là, pour aborder la mécanique de vol, je vais vous expliquer un petit peu comment on commande mécaniquement le vol d'un hélicoptère. Donc, là, vous avez un petit schéma, tout d'abord, qui vous représente les efforts principaux, les contraintes principales qu'il y a sur un appareil. Donc, vous avez la portance, qui résulte de votre rotor principal. Vous avez le poids de l'appareil, qui a tendance à vouloir faire tomber. Lorsque votre appareil avance, vous avez un effort de traînée. Et la conjugaison de tous les efforts, de toutes les actions que vous allez faire avec votre hélicoptère va vous donner un mouvement résultant. Donc, l'hélicoptère, c'est en permanence un équilibre entre ces différents efforts. Le point délicat, c'est que la portance est un élément simple, mais qui, dans le cas de l'hélicoptère, est en permanence en variation. Donc, c'est-à-dire que cet équilibre est assez compliqué à maintenir. Donc, sachant que maintenant, il y a beaucoup de processus qui ont été automatisés. Parce qu'avant, c'est en permanence, lorsque vous allez voir les commandes de vol, c'est en permanence, dès qu'on appuie sur quelque part, il faut compenser en appuyant sur 3 autres boutons ou 3 autres leviers. Donc maintenant, ça a été beaucoup automatisé pour permettre d'avoir plus de confort de vol et pour permettre au pilote de pouvoir se concentrer sur d'autres opérations. Alors, pour parler également au niveau du rotor, quelque chose qui est important. Tout à l'heure, je vous expliquais que la turbine ou les turbines des appareils sont reliées à une boîte de transmission principale qui, elle, est reliée au rotor. Le rotor vient entraîner les pales en rotation. Sauf que pour pouvoir agir sur les pales, on ne peut pas avoir des tiges qui partent sur les pales et sur lesquelles on vient tirer, par exemple, pour braquer les pales pour les faire descendre ou monter. Parce que comme votre rotor tourne, forcément, la tige ne tient pas. Donc du coup, on utilise ce qui s'appelle des plateaux cycliques. C'est l'image que vous avez en haut à droite, et le plateau cyclique, c'est ce qui est entouré en rouge. En fait, vous avez un plateau fixe sur lequel on vient mettre des roulements à billes, et on met un deuxième plateau sur le dessus qui lui tourne avec l'axe du rotor. Et en fait, lorsque le pilote vient appuyer sur des leviers, des manettes, etc., il vient incliner le plateau fixe. Du coup, comme il est incliné, le roulement à billes entraîne le plateau supérieur, et le plateau supérieur continue, lui, à tourner. Et c'est comme ça, en fait, qu'ensuite, on commande l'incidence des pales ou l'inclinaison du rotor. Quand si vous voulez que votre appareil vire vers la droite, vous allez incliner le rotor à droite pour qu'il puisse partir vers la droite, etc. Donc, du coup, il y a cette mécanique, ce système mécanique qui est important pour pouvoir contrôler en fait l'ensemble des commandes. Et du coup, c'est pas forcément, c'est l'inclinaison du rotor en entier et pas des pales à proprement parler, c'est ça? Alors, si en fait vous avez, lorsque vous allez vouloir régler l'incidence des pales, le plateau inférieur va incliner le plateau supérieur pour qu'il vienne tirer sur les tiges de commande du pas. Donc du coup, alors c'est le... Hop là. Ouais. C'est la tige de commande du pas, voilà, si vous voyez la souris, c'est ce qui est ici. En fait, lorsque le plateau va venir s'incliner, ensuite il y a des petites animations qui vont permettre de mieux le voir. Hein. Si le plateau, ici par exemple, vient s'incliner sur la gauche, on va venir tirer sur la tige de commande, donc du coup on va faire piquer, la pale va piquer du nez, par exemple. Et ensuite il y a une autre commande qui, elle, permet d'incliner le disque rotor, c'est-à-dire l'ensemble. Donc je sais que c'est un petit peu délicat sur le...
Non, mais les du coup, on systèmes. peut agir sur les deux, sur le rotor et l'inclinaison des pales. Exactement, D'accord, oui. Alors l'autre point important là aussi, c'est tout ce qui va être articulation de battement et également les articulations de traînée. Ça aussi, c'est pour préparer les parties suivantes. C'est qu'en fait, votre pale, une pale d'hélicoptère ne tourne pas droit. Elle tourne en permanence. En fait, elle est en permanence en train de monter, descendre, monter, et en train d'avancer et de reculer par rapport à son axe d'attache. Donc du coup, là aussi, les premiers constructeurs, enfin les premiers, ceux qui ont testé les hélicoptères, ils se sont retrouvés dans des cas de figure où déjà ils avaient le problème de la pale qui n'était pas vrillée, qu'il fallait penser à vriller, et où ensuite, une fois qu'ils étaient en vol, les pales ou les rotors éclataient, parce que quand une pale est rigide et qu'elle est en permanence en train de faire ça ou ça, la structure interne de la pale, au bout d'un moment, est obligée de lâcher. Du coup, ces articulations sont là pour compenser les différents effets, que je vais expliquer plus en détail ensuite, sur, voilà, la pale peut, à un degré de liberté pour monter et descendre, et pour aller en avant, en arrière. Ça permet de compenser également les effets extérieurs, le vent, etc. Enfin, s'il y a Alors, le vent entre dans le... En fait, l'idée, c'est que le vent entre dans le calcul de la vitesse relative de la pale, et en fait, toutes ces histoires de la pale monte, la pale descend, la pale avance, la pale recule, en fait, c'est lié une fois de plus à la portance. Parce qu'en fait, votre pale ne va pas la pale ne va pas à la même vitesse suivant l'endroit où elle est située sur le disque rotor. Du coup, quand la vitesse diminue, la portance diminue, donc du coup, la pale automatiquement va chercher à descendre, etc. C'est ça qui... Et lorsqu'on avance, la pale a tendance à aller vers l'arrière, en effet, puisqu'elle se prend le flux d'air, la vitesse relative en pleine face, et par contre, quand elle va reculer, la vitesse relative vient de derrière, donc du coup, ça a tendance à la faire avancer. C'est ça, en fait. Alors ensuite, un pilote. Comment se débrouille-t-il ? Donc tout d'abord, il a 2 pédales. Au niveau des pieds, sont les pédales de palonnier. Ça, c'est ce qui permet de régler la puissance du rotor arrière. C'est ce qui permet de donner du lacet à l'appareil. Le lacet, c'est ce qui permet à l'appareil de tourner autour de son axe rotor. C'est je veux regarder à gauche, je veux regarder à droite, j'agis sur ces manettes-là, sur ces pédales. Ensuite, il va avoir le collectif du couple. Ça, en fait, représentez-le vous comme un frein à main. C'est quelque chose que le pilote tient sur le côté droit, si je me souviens bien, dans le système conventionnel. Le collectif, c'est ce qui permet de donner l'incidence des pales. Donc en fait, la première chose qu'un pilote, enfin pour décoller, en fait, pour commencer à piloter l'appareil, c'est je tire sur le collectif pour donner de l'incidence à mes pales et du coup ça fait soulever l'appareil. Ça c'est le premier point. Le deuxième, ça va être le manche du pilote, le manche à balai, qui lui permet, si j'envoie le manche à balai vers l'avant, mon hélicoptère va aller vers l'avant ou vers l'arrière ou sur le côté. Tous ces systèmes, encore aujourd'hui, sont mécaniques. C'est-à-dire que je viens tirer sur le collectif, sur le manche à balai, pardon. C'est suivant la force avec laquelle je viens tirer dessus et suivant la force que j'ai mis dedans, que mon disque rotor ou que mes pales vont venir s'incliner ou que le disque rotor va s'incliner. Il y a des systèmes électriques qui sont en train d'être mis en place pour rendre le système plus facile. Quand vous voyez dans des films, par exemple, l'avion ou l'hélicoptère qui pique du nez et que vous voyez le mec qui tire comme un damné sur l'ensemble pour essayer de le relever, on peut se demander pourquoi, parce que l'aile ou les pales, dans ce cas-là, sont mécaniquement reliées aux manches sur lesquelles vous êtes en train de tirer. Donc quand... C'est un peu comme la pédale de frein, quoi. Voilà, exactement. Plus on freine, enfin voilà. Plus on appuie, plus ça freine, et là c'est vraiment... Voilà, exactement. Sauf que là, du coup, c'est pour ça que vous voyez donc cette image-là, c'est qu'il faut compenser en fait l'effet que votre appareil se prend dans la figure lorsqu'il tombe pour pouvoir le relever. Alors, faudrait penser que c'est le stress juste de la personne qui va dire. Non, en fait, c'est vraiment mécanique, vraiment... il faut que. Voilà. Le problème de l'électrique, c'est que ça rajoute de l'électronique, ça peut rajouter des problèmes, donc du coup, il faut prendre des précautions avant de pouvoir le faire. Donc, voici un petit peu. Alors, tout d'abord, le pilote rentre dans l'hélicoptère, il enclenche les turbines. Ça met en rotation le rotor jusqu'à une vitesse nominale. Le rotor va toujours à la même vitesse. On ne change pas de vitesse, on ne change pas de rapport de vitesse, on ne change pas de vitesse sur la rotation du rotor. C'est juste l'inclinaison des pales qui fait, enfin l'angle d'incidence des pales qui permet de tout contrôler. Donc la vitesse qu'on le voit au sol, c'est la même que celle qui aura en dos. Enfin, voilà. Le rotor. Voilà, enfin, une fois qu'il a atteint sa vitesse nominale. Voilà. Donc tout d'abord, le premier effet qu'il y a, c'est que lorsque vous avez un rotor qui tourne à 1000 tours par minute, votre appareil, enfin, votre rotor est relié à votre boîte de transmission qui est accrochée physiquement à la carlingue de l'appareil. Votre appareil, lui, il a automatiquement
un effort dans son sein qui fait qu'il va tourner dans le sens inverse. Pour compenser cet effet-là, c'est pour ça qu'on utilise le rotor arrière ou les hélicoptères biaxiaux ou bitandem. En fait, le rotor arrière est là pour compenser l'effet de rotation. C'est-à-dire que si j'ai un appareil qui va avoir tendance à tourner dans ce sens-là, moi, je vais venir, avec le rotor arrière, mettre un effort dans le sens opposé pour empêcher cette rotation. C'est pour ça que le rotor arrière n'est que d'un côté. Exactement. Voilà. C'est pour ça aussi, sur YouTube, vous pouvez trouver plein de vidéos, entre autres d'un appareil militaire, je crois que c'est devenu presque un mème à un moment donné. On voit un appareil militaire au sol qui n'arrête pas de tourner comme une girouette parce que son rotor arrière ne fonctionne plus. Ce qui rend tout incontrôlable, hein, c'est strictement impossible de le faire sans. Donc du coup, voilà, c'est grâce à ça qu'on a une première stabilité. Sauf que, oubliez pas ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que maintenant que j'ai ça, j'ai mon rotor arrière qui empêche la rotation de l'appareil. Sauf que le rotor arrière donne également un effort sur le côté. Ce qui fait que votre hélicoptère ne tourne pas, mais sans appuyer sur aucune commande, il va tout seul se déplacer d'un côté ou de l'autre. Donc du coup, par défaut, le rotor principal est toujours un petit peu incliné pour donner en fait la flèche verte que vous voyez sur le schéma. C'est-à-dire que vous avez par défaut un effet de portance minime qui permet de faire déplacer l'appareil dans le sens inverse de celui que le rotor arrière a donné. C'est la flèche que vous voyez en rouge. Du coup, là, déjà, tout ça, avant, il fallait le faire à la main. C'est-à-dire que dès qu'on donnait du collectif, donc dès qu'on commençait à incliner les pales, il fallait en même temps appuyer sur la pédale du rotor arrière pour compenser l'effet de rotation, et en plus, il fallait en même temps incliner le rotor principal pour éviter qu'on se mette à bouger dans un sens ou dans l'autre. Donc là, on est encore au sol et on voit qu'on est en équilibre entre 3-4 forces voilà, différentes. Exactement. Plus là, on le commence, sol, là, on commence, plus, là, on commence à décoller. Hein. On D'accord, commence à décoller. Quand tu commences à décoller, c'est là le moment où tu commences à incliner, c'est ça? Voilà, exactement. C'est exactement ça. Hop. Alors, tout se complique. On dirait que c'est imbitable, mais vous inquiétez pas, ça va aller. On a le principe, rappelez-vous ce dont j'ai parlé avec les axes de battement, les degrés de liberté qu'on permet d'avoir la pale. Il faut faire le distinguo entre la pale qui avance dans le flux, la pale qui vient attaquer le flux, et la pale qui fuit le flux d'air. Lorsque vous avancez, suivant si vous avez un vent qui arrive par derrière la pale, donc qui va avoir tendance à la faire accélérer, ou par devant qui va avoir tendance à la freiner, votre vitesse va changer. On se souvient que dans la formule de portance, l'effort de portance en lui-même dépend de la vitesse relative du flux. Donc du coup, en fait, les différentes flèches que vous voyez, la flèche rouge que vous voyez à 4 endroits indique toujours 1045 km/h. C'est la vitesse d'avancement de la pale qui est induite par le rotor. Ça, c'est fixe. Le problème, c'est que vous avez plein d'interférences avec le vent, c'est les flèches vertes que vous voyez, qui viennent modifier cette vitesse. Du coup, en fait, suivant si votre pale avance ou si votre pale recule, vous n'avez pas la même portance, donc du coup, il faut venir modifier l'incidence de pas en permanence. C'est-à-dire que lorsque la pale va reculer, on augmente l'angle d'incidence pour augmenter la portance, parce qu'on en a besoin. Et lorsque la pale avance, on diminue l'incidence pour diminuer la portance et pour faire en sorte que le rotor soit à peu près équilibré. Donc ça aussi, la toute première fois où on a fait un hélicoptère et qu'on n'avait pas ce mécanisme-là, c'est incontrôlable, parce qu'en fait, si on doit se le représenter, même si ce n'est pas rigoureusement exact, c'est que votre hélicoptère est en permanence en train d'osciller dans tous les sens. Donc c'est incontrôlable. On ne peut pas voler dans ces conditions-là. Donc du coup, voilà. Là, vous avez différentes animations. Donc, sur l'image en haut à gauche, vous voyez la position initiale. C'est ce que l'on a lorsqu'on est au sol. C'est-à-dire que je n'ai pas d'incidence sur mes pales, je n'ai pas d'effet de portance, mon appareil reste fixe. Si je fais la mise en plat collectif, ce qui est en haut à droite, vous allez voir premièrement que les pales sont inclinées, et deuxièmement que les tiges qui partent du rotor, hop là, les tiges ici qui partent du rotor supérieur, sont plus courtes que celles qu'il y a là. C'est lié à ce que je montrais tout à l'heure, sur le fait que lorsqu'on vient incliner le plateau, en fait, on vient tirer sur les pales, donc du coup ça augmente ou ça baisse. Ensuite, donc ça c'est pour juste monter. Lorsqu'on monte, qu'on n'avance pas ou qu'on ne recule pas, on n'a pas le problème que l'on a vu précédemment ici. Ça, c'est quelque chose qui se produit lorsqu'on est en mouvement. Si je suis en vol stationnaire ou si j'augmente
ou si je suis juste en train de décoller, il n'y a pas de souci. C'est juste, voilà, lorsque je rajoute du mouvement, où là, j'ai besoin de mettre la troisième image que vous voyez, le cyclique incliné, où là, en fait, on vient tordre le plateau, et en fait, vos tiges, les tiges de pas que vous voyez ici, vont changer de position au fur et à mesure. Comme vous voyez, le plateau ici, il est incliné. Donc du coup, c'est ça qui permet à chaque fois de régler l'incidence de la pale en permanence et de faire en sorte qu'on ait la portance uniforme de partout. Voilà principalement comment ça fonctionne. Et ensuite, c'est ça, que ce soit pour avancer, pour virer et aller en arrière, c'est toujours ensuite la même mécanique. Il n'y a pas de changement. Hop là. Donc déjà, voilà, j'ai essayé d'être assez succinct. Donc, je ne sais pas s'il y avait des questions par rapport à cette partie-là ou pas. Il y a une question, oui. mais je pense que je vais attendre la fin. D'accord. Parce que je pense qu'elle fera une bonne conclusion par rapport D'accord, nickel. Alors ensuite, juste quelques mots sur le futur des hélicoptères. Alors l'image que vous avez en arrière-plan de la diapositive et que vous avez en haut à droite, c'est probablement le futur. C'est là, l'image vient du site d'Airbus Hélicoptère. C'est lié au programme Clean Sky 2. Vous pouvez vous renseigner, tout le monde peut accéder à ces informations-là sur le site officiel. C'est en fait un autogère, mais amélioré. C'est l'hélicoptère le plus rapide au monde, si je me rappelle bien. Sur YouTube, vous pouvez taper X3, la lettre X, le chiffre 3, TGV. L'appareil que vous voyez en image de synthèse là à droite, c'est le concept d'un futur appareil en série, mais un prototype existe déjà, c'est celui que j'ai en arrière-plan et qui était au début dans la page de garde. Cet appareil-là, il peut aller plus vite que le TGV, donc c'est l'appareil le plus rapide, et on revient sur un système avec un rotor principal qui va amener la portance, et deux systèmes d'hélices, pour parler plus vulgairement, qui permettent de compenser la rotation du rotor principal et qui permettent d'avancer et de reculer. Comme on n'a pas le rotor arrière, qu'on n'a pas l'input de queue, qu'on n'a pas la même masse, ça permet de gagner, d'avoir des gains sur la vitesse, sur la consommation, sur les capacités de transport, etc. Et là, on arrive aux limites de la vitesse maximum qu'on peut avoir. Oui, exactement. C'est la limite. Enfin, ça voilà. sera la limite. Parce qu'ensuite, comme en gros, alors je sais plus jusqu'à combien, je crois que j'ai noté dans les records après jusqu'à combien il peut aller, mais si en vitesse d'avancement vous avez déjà, je dis n'importe quoi, 500 km/h, votre vitesse de rotation est forcément limitée pour empêcher le mur du son. Ensuite, très rapidement, en bas à gauche, je vous ai un petit peu récapitulé les principales avancées. Au niveau fabrication, ça va être tout ce qui est fabrication additive. La fabrication additive, c'est des systèmes hybrides entre la fabrication conventionnelle. Je viens mouler une pièce, je viens la souder, et par-dessus, j'utilise des imprimantes 3D pour pouvoir combler les espaces ou pour pouvoir faire le lien entre deux systèmes. Ça, c'est l'avenir de demain. C'est l'avenir, de l'industrie, c'est d'utiliser l'impression 3D dans l'aéronautique, dans toutes les technologies de pointe. Tout ce qui va être écran tactile, dispositif à tête haute. Pour les pilotes, on a un petit peu parlé. Pour l'instant, c'est utilisé en partie sur les appareils militaires. Ensuite, il y a tout un système pour réduire la pollution, que ce soit en termes de CO2, de gaz carbonique, ou en termes de son. Ce que vous voyez là sur l'appareil en bas à gauche, ce sont des pales tordues. Ces pales tordues, en fait, permettent d'éviter un son trop important. Je crois qu'on a 20% de réduction sur le désagrément sonore. Et ensuite, il y a également utiliser les moteurs à piston, parce qu'en fait, c'est ça qui consomme le moins que les turbines utilisées actuellement, avec des systèmes, une fois de plus, de fabrication additive, etc. Et des fenestrons. Le fenestron, c'est le rotor arrière, en fait, qui permet également de réduire le bruit, augmenter les performances, etc. Donc on a 30 secondes pour les records. Ok, bah c'est très rapide. Le record, voilà, donc c'est l'UX Cube, il y a quelques années, 472 km/h. L'altitude absolue, tous les records sont français, hein. Altitude absolue, 12 442 mètres. Donc on est quand même assez haut, c'était avec une alouette. Et enfin, l'altitude maximale pour un atterrissage-décollage, c'était sur le mont Everest, à 8848 mètres, avec un AS 350, donc un écureuil. D'accord, encore français. Que des Français. Que des appareils français pilotés par des Français. Alors, j'avais une question qui disait « Merci pour ce très beau tour d'horizon. Est-ce que ça t'arrive de crisser quand tu regardes les films grand public en voyant des hélicoptères qui bougent de façon impossible et des exemples le cas échéant ?» Des fois, il faudrait que je demande
À Céline, je crois que des fois je dis dans un film ou une série, ah ça c'est pas possible, ah ça c'est des bêtises. Voilà, je sais que ça arrive. On confirme autres, en arrière-plan que oui, oui, voilà. oui, 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 oui. Entre autres, dans GoldenEye, pour citer un des plus connus, le tigre ne peut pas, il n'y a pas de système d'éjection sur le tigre, donc les pales ne peuvent pas éclater pour permettre. Ça existe sur les appareils russes, c'est-à-dire qu'il y a en fait des systèmes explosifs, je crois, sur les pales, où en fait, si l'appareil est touché, le pilote appuie sur le levier, ça fait sauter les pales ou le rotor, je crois carrément, et le pilote est éjecté de l'hélicoptère. Mais c'est vrai que des fois, on voit des choses, voilà, ou même sur des systèmes plus fantastiques, dans The Dark Knight Rises, je crois, lorsqu'on voit la batte, techniquement, c'est impossible de voler un truc comme ça, c'est pas possible. Et une seconde question, est-ce qu'il y a une masse minimale pour l'hélicoptère ou sinon ça s'envole et puis pouf pouf quoi. Un peu comme au drone, on a vu avec les drones, avec les systèmes d'aérostation, on voit qu'on arrive à la limite parce que dès qu'il y a la moindre brise, ça... Oui, alors oui. Ensuite, dans l'aéronautique, il y a une règle qui dit qu'on est toujours trop lourd. D'accord, donc... 1 kilo, c'est 1000 € de dépensés par heure. Donc voilà, et on n'arrive pas à être assez léger. D'accord. Le problème, je pense, ne se pose pas. Et à l'inverse, quoi. Dans l'hélicoptère par rapport au domaine des drones, quoi. Oui, oui, voilà. Ok, et ben très bien, c'était super intéressant. Ben merci de m'avoir accueilli. De rien. Et maintenant, on va passer la